Imaginez que vous ayez fait passer des scores QI, des tests QI de type Weiss à une trentaine d'étudiants, et que vous observiez que la variance chez ce petit groupe de 30 étudiants est de 14,5 au carré, la variance empirique corrigée, S carré, 14,5 au carré. Vous pourriez vous dire, tiens, c'est surprenant, ou ça peut l'être en tout cas, nous savons que dans la population, la variance des scores est de 15 au carré, et nous semblons obtenir sur un échantillon une variance légèrement inférieure de 14,5 au carré. Par contre, on est quand même un petit peu méfiant dans cette comparaison, parce que ce que nous sommes en train de comparer, c'est une variance empirique, par conséquent chargée d'erreur, c'est-à-dire mesurée uniquement sur 30 personnes, et puis sigma 0 carré, une variance vraie connue pour une population de référence, 15 au carré, mais pour une taille de population virtuellement infinie. Donc on se méfie un peu de cette comparaison. Est-ce qu'il se pourrait que le petit décalage qui existe entre 14,5 au carré et 15 au carré dans la population de référence soit purement un effet de l'erreur d'échantillonnage? C'est ce que nous allons regarder. On a ici dans cet atelier un simulateur, un calculateur de probabilité, qui est capable de calculer les probabilités dans une densité Ki2 pour n'importe quelle valeur de quantile, c'est-à-dire de variable Ki2. Pour nous, ça signifie pour n'importe quelle valeur de variance transformée pour rentrer dans ce format de la loi de Ki2, et nous venons de voir cette transformation. Petit rappel pour commencer, la variance ici que nous allons prendre comme référence dans la population est 15 au carré, c'est la norme. 15 au carré pour la variance, ne vous trompez pas, ça n'est pas 15, on parle bien dans l'énoncé de la variance est de 15 au carré, 15 c'est l'écart type de la population, c'est pas tout à fait la même chose, c'est évidemment la racine carrée de la variance. Dans la population, la variance de score est de 15 au carré pour les tests d'intelligence, comme nous le savons bien. Quel est le problème statistique que nous nous posons ici? On se pose le problème de savoir si la variabilité de score chez les étudiants est plus faible que ce qu'elle est dans une population de référence. Ça pourrait avoir du sens, au fond, vous pourriez vous dire, tiens, les étudiants sont une population quand même particulière du point de vue de la performance intellectuelle, on choisit de faire des études où on sait qu'on va développer une intense activité intellectuelle à travers l'apprentissage, à travers la compréhension, à travers le travail cognitif. Par conséquent, on pourrait se dire, ça n'est pas insensé d'imaginer que cette population singulière qui décide de consacrer plusieurs années de sa vie à étudier avec son cerveau un certain nombre de connaissances scientifiques, probablement est plus homogène que ne l'est la population de référence, c'est-à-dire ses performances intellectuelles devraient être moins variables qu'on ne le trouve dans une population non spécifiquement sélectionnée en quelque sorte pour ce type d'activité. Donc ici on est en train de comparer la variance propre aux étudiants, et on pourrait supposer qu'elle est plus faible, avec une population de référence ou avec une variance de référence qui est celle d'une population de référence. Donc nous sommes en train de comparer une variance inconnue, sigma carré, à une certaine norme que nous pourrions appeler sigma 0 carré, la variabilité des performances cognitives dans la population de référence. Vous notez que on est en train là de traiter un problème qui est l'un parmi 4 problèmes qu'on a potentiellement traités par ailleurs. Nous avons eu l'occasion de traiter le problème de comparer une probabilité inconnue à une norme, mais là c'est plutôt le modèle binomial qui nous avait servi de schéma de référence. On a aussi appris à comparer une moyenne inconnue à une valeur de moyenne normative, et là c'est plutôt la loi normale qui nous a aidé à répondre à ce type de questions. On a aussi étudié la possibilité de comparer une distribution catégorisée à une distribution de référence, c'était plutôt la loi multinomiale qui nous avait servi de référence, mais là, pour le coup, nous sommes dans un cas nouveau, un cas où nous cherchons à comparer une variance inconnue à une norme, et c'est le schéma de la loi de Ki2 qui nous permet d'y répondre. Dans cette situation, et selon la méthode par valeur P, nous confrontons 2 scénarios. Un premier scénario qui se contente de dire, au fond, la variabilité chez les étudiants est simplement la même que dans la population de référence, c'est-à-dire sigma carré, variabilité chez les étudiants est égale à la variance sigma 0 carré de la population de référence, et on va y opposer une hypothèse alternative, une hypothèse contradictoire, qui dit la chose suivante, la variabilité chez les étudiants, nous avons des raisons de penser qu'elle pourrait bien être inférieure à la population de référence. Pourquoi le scénario supérieur ici n'est-il pas très réaliste? Parce que, au fond, de 2 choses l'une, soit ces étudiants sont, du point de vue de la variance, à l'image de la population de référence, soit éventuellement la variabilité serait plus petite par un phénomène d'homogénéisation artificielle ou de sélection, en quelque sorte, de la population étudiante, mais ce serait difficile à argumenter théoriquement que la variance chez les scores, chez les étudiants, parmi les scores des étudiants, soit plus grande que ce qu'elle est dans une population hétérogène, a priori. De 2 choses l'une, soit c'est la même variance, soit elle est plus petite, mais
peu de raisons de penser qu'elle puisse être plus grande. C'est pourquoi nous choisissons ici une alternative assez spécifique. On dit orientée, unilatérale à gauche. Nous pensons, si jamais il y a une différence, que la variance, elle sera plus petite. De ces deux hypothèses, laquelle va nous servir de point de départ du raisonnement? Au fond, c'est pas tellement que nous pensons que l'une ou l'autre est plus plausible, H0 ou H1, car si on fait un test, c'est précisément que nous n'avons absolument aucune idée de ce que l'une ou l'autre peut être plus plausible. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si on part de H0, beaucoup de choses deviennent plus simples, puisque H0 dit la variabilité chez les étudiants est exactement égale à 15 au carré, la même que dans la population de référence. Tout d'un coup, toutes les choses deviennent plus simples, car notre formule de variance transformée voit son inconnu sigma carré prendre une valeur numérique précise. Alors que si nous partions de H1, qui affirme que sigma carré est simplement inférieur à 15 au carré, ça laisse un champ de possibilités infini. Toutes les valeurs inférieures à 15 au carré, qui sont comprises entre 0 et 15 au carré, il y en a vraiment une infinité, sont des candidats potentiels, et on peut difficilement raisonner avec une infinité de candidats potentiels. Ça n'est pas impossible, mais dans la démarche et dans la méthode par valeur P, on choisit le raisonnement le plus simple, celui qui consiste à partir d'une valeur définie, ponctuellement définie, autrement dit de H0. Du coup, dans cette situation-là, si notre hypothèse H0 qui dit sigma carré est égal à sigma 0 carré est correcte, qu'est-ce qui s'en déduit immédiatement? Il s'en déduit immédiatement une connaissance distributionnelle sur notre variance transformée, c'est-à-dire n-1 fois s carré sur sigma 0 carré. Donc vous voyez que le sigma ici en bas a été remplacé par sigma 0 carré. À la faveur de notre hypothèse nulle, nous remplaçons l'inconnu sigma carré par un nombre défini et connu sur la population de référence qui est 15 au carré. Nous savons immédiatement que cette statistique suit une loi de Qui2 à n-1. De ce que nous avons dit sur la variance ne se déduit rien de particulier, ni sur les scores individuels, ni sur la moyenne. Nous sommes là en train de raisonner sur la variance. Donc les trois premières réponses étaient simplement non pertinentes ici et à écarter. Dans cette situation où on ne souhaite pas faire d'hypothèse sur la moyenne, quelle formule de variance allons-nous utiliser dans le traitement du problème? Et à vrai dire, le 14,5 au carré qui nous est donné dans l'énoncé s'appuie déjà sur la réponse à cette question. Eh bien, nous allons utiliser une variance corrigée, bien sûr, car dans cette formule de variance corrigée, nous glissons ici à la place de mu x bar, c'est la seule information que nous avons sur la moyenne. Par contre, nous prenons bien soin de corriger dans le calcul de la variance. Ici, la division se fait par n-1 et non pas par n. On utilise bien entendu la formule de la variance corrigée. Allons-y. Maintenant que nous avons tous ces éléments théoriques, nous voulons calculer et entrer dans le calculateur la formule de la variance transformée. Nous allons la saisir dans le champ ici quantile. Avant ça, on règle les degrés de liberté de la loi de Qui2 de référence qui va nous servir ici. En théorie, une loi de Qui2 qui se base sur une statistique faisant la somme de 30 valeurs. C'est bien le cas pour nous. Nous avons 30 sujets et par conséquent 30 écarts carrés qui vont se trouver additionnés dans le calcul de la variance et donc de la variance transformée. Nous pourrions être tentés de mettre 30 dans ce nombre de degrés de liberté, mais vous gardez à l'esprit que notre variance est corrigée, qu'elle est calculée par rapport à x bar et non pas à mu. C'est un peu comme si nous perdions une observation. Par conséquent, ça n'est pas 30 degrés de liberté que nous avons ici, mais simplement 30 moins 1, c'est-à-dire 29. Alors on y va. Ici, la variance qui va nous servir de point de départ, c'est bien sûr notre variance empirique observée de 14,5 au carré. Vous notez au passage que dans cette interface, le carré s'écrit avec, ou l'exposant 2 que représente le carré, s'écrit avec une double astérisque. C'est une pure convention dans l'interface. C'est notre point de départ, mais nous savons que cette variance observée, nous devons la transformer pour le ramener dans un format Qui2, pour pouvoir ensuite calculer des probabilités. Et pour pouvoir la transformer ainsi, on sait qu'on doit la multiplier par n-1, c'est-à-dire 29, et qu'on doit la diviser par la vraie valeur de la variance, alors ici tout à fait hypothétique, mais quand même, la vraie valeur de la variance, pour nous de référence, ici c'est 15 au carré. 29 fois s carré divisé par sigma carré, voilà la statistique que nous utilisons, et nous savons qu'après cette transformation, nous obtenons bien une statistique qui suit le format de la loi de Qui2, et dans le cas présent, de la loi de Qui2 à 29 degrés de liberté. Quand on déclenche le calcul de cette expression, le calculateur immédiatement calcule pour nous la probabilité cumulée à gauche du résultat obtenu par cette opération, qui est égale à 27 et quelques. Nous allons voir la valeur exacte tout à l'heure dans le champ de résumé.
Et ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver la probabilité annoncée dans la loi de Qui2 pour cette valeur particulière de variance transformée. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que veut dire cette valeur ici? Elle veut dire que si on pense que vraiment notre échantillon de 30 personnes a été pris en fait dans une population ordinaire, non spécifique du point de vue de la variabilité, alors la variance que nous avons de 14,5 au carré n'est pas du tout surprenante puisque on peut l'obtenir dans plus de 40% des cas, 43% des cas, elle, ou bien une valeur qui serait même encore plus petite que ça, on peut l'obtenir dans plus de 40% des cas. Rien qui nous conduise à nous alarmer ou à être surpris de ce que nous obtenons. 14,5 au carré, ou sa valeur transformée ici de 27 et quelques, est une valeur qui est très facile et très probable et très couramment obtenue quand on prend un échantillon de 30 personnes dans une population, tout venant du point de vue de la performance QI et par conséquent ici du point de vue de sa variabilité. Donc ici on a rempli le champ de degré de liberté avec la valeur 29, on a trouvé une valeur P de 0,43 et quelques, et notre conclusion est simplement que nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité de la variance des étudiants à celle que nous savons être dans la population générale parce que la variance transformée que nous avons ici n'est pas surprenante. Elle pourrait très facilement être obtenue dans un grand nombre de cas par tirage aléatoire d'un échantillon de 30 personnes dans la population générale. Souvenez-vous que pour être surpris, nous exigeons d'avoir un résultat qui est de probabilité inférieure à 0,05. On est loin du compte ici, bien entendu, nous ne sommes donc pas surpris par ce résultat. Nous ne rejetons pas l'hypothèse ici d'égalité des variances. Donc la manière dont les étudiants se distinguent les uns des autres en score de QI ici n'est pas surprenante. La population est aussi homogène en performance de QI qu'on le verrait dans une population générale. Au final, si je résume l'ensemble de la démarche que nous venons de dérouler ici avec ce calculateur, nous avons posé comme type de problème le fait que nous comparions une variance inconnue à une variance normative. Ne dites pas que c'est 14,5 au carré que nous comparons à 15 au carré, car si on devait les comparer, 14,5 au carré et 15 au carré, on saurait immédiatement que l'un est plus petit que l'autre. Ce que nous cherchons à dire, c'est que la variance chez les étudiants, mais la variance vraie, elle, est différente et inférieure à la norme. Et c'est une autre paire de manches. C'est sigma carré qui se trouve comparé à sigma 0 carré et non pas S carré. Les deux scénarios opposés sont, et donc les deux hypothèses qui vont avec sont le fait que la variance des étudiants serait simplement la même que dans la population de référence, ou bien plus petite. Dans ce contexte, H1 est une hypothèse qui est orientée à gauche, dans les valeurs inférieures. On prend comme point de départ en réalité H0, et on sait une chose, c'est que si H0 est vrai, c'est-à-dire si la variabilité des étudiants est exactement la même que celle de la population générale, donc sigma carré égale sigma 0 carré, alors nous savons que sur la statistique Q qui se calcule comme n-1 fois leur variance empirique divisée par la variance vraie, hypothétiquement définie à 15 au carré ici, nous savons que cette statistique, qui n'est pas autre chose qu'une variance très légèrement transformée, suit une loi connue. Qui2 à n-1 degré de liberté, c'est-à-dire Qui2 à 29 degrés de liberté. En la calculant, c'est ce que nous avons fait avec le calculateur, 29 multiplié par 14,5 au carré divisé par 15 au carré, nous avons obtenu une valeur transformée de 27,0988, dont vous devez garder en tête qu'elle est simplement un reflet de la variance observée chez les étudiants. Ça ne se voit pas beaucoup avec ce 27,09, puisqu'elle a subi une petite transformation, ça n'est plus le 14,5 au carré de départ, mais peu importe, elle est grande quand la variance empirique observée est grande. Hein, c'est une liaison simplement croissante entre les deux. Et par conséquent, les probabilités que nous allons calculer sur cette variance transformée nous apprennent quelque chose sur la relative rareté éventuelle de la variance d'origine que nous observons. Ici, notre conclusion, parce que ce 27,09 est une valeur très probable, au fond, il y a plus de 40% de chances d'obtenir une telle valeur, ou une valeur qui serait encore plus petite que ça. Nous ne sommes pas surpris par cette valeur obtenue ici, qui est facile à obtenir. Au seuil, en tout cas, de rareté de 0,05, cette valeur est très fréquemment obtenue par échantillonnage dans une population tout venant. Donc, nous n'avons aucune raison de rejeter l'hypothèse nulle d'un point de vue statistique. Ce sera ça notre premier niveau de conclusion. Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Et quelle est la signification de cette hypothèse nulle d'un point de vue psychologique cette fois-ci? Ça veut dire que
La façon, puisque nous parlons de variance, ne vous trompez pas, nous ne parlons pas de moyenne, ici nous parlons de variance, nous parlons de la manière dont les scores se ressemblent et non pas autour de quelle valeur sont-ils centrés, ça n'est pas la même problématique. Ici, ça signifie simplement que les scores des étudiants se ressemblent autant les uns des autres qu'on les voit se ressembler dans une population tout venant. Voilà comment on peut tester une variance avec une méthodologie par valeur P qui est totalement analogue à ce que nous avons déroulé pour les hypothèses sur une moyenne, mais simplement ici avec des conclusions qui qualitativement portent sur un aspect notionnel et conceptuel différent. Il s'agit de la manière dont des scores se ressemblent et non plus de leur valeur centrale. Cette distribution qui 2, vous allez le voir, elle va avoir beaucoup d'autres applications, pas seulement celle de devoir ici ou de pouvoir ici quantifier la grandeur d'une variance, mais elle va nous aider également à quantifier la façon dont des moyennes se ressemblent les unes avec les autres quand elles sont nombreuses, en particulier plus que 2.